Bonjour et bienvenue sur Lucia. C'est après une assez longue pause et à l'approche du premier anniversaire du podcast que je vous retrouve. Dans un premier temps, je souhaitais vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous avez réservé aux 2 premiers épisodes sur la franc-maçonnerie. Vous êtes nombreux à m'avoir fait des retours très gentils, donc merci pour votre écoute et tout ce soutien. Ce qui me fait revenir aujourd'hui, c'est une nouvelle question relative à la politique. Le président a-t-il vraiment du pouvoir ? Au moment de la rédaction, c'est-à-dire il y a très longtemps, on était en plein dans les élections américaines et il faut dire qu'on a également une actualité politique assez préoccupante en France. Donc j'ai souhaité mettre à l'honneur la question du pouvoir pour nous permettre de penser large face à l'actualité quelque peu angoissante de notre monde. C'est une réflexion qui me semble nécessaire parce qu'on a vraiment pour la plupart l'idée que le président représente une sorte d'entité de pouvoir suprême dans un pays, qu'il est celui qui chapeaute, que c'est celui qui prend toujours les dernières décisions, etc. Je pensais notamment à une citation de Raymond Aron qui disait « En France, on attend du président de la République qu'il soit à la fois un roi et un premier ministre ». Et je trouve que cette phrase est assez conforme à ce qu'on projette sur la fonction du président, comme si elle était absolue, malheureusement ou heureusement, à tort, et ça sera l'objet d'étude de cet épisode. Alors on va d'abord se pencher sur ce qu'est un président concrètement, à quelle fonction il est supposé répondre, quelles sont ses attributions, pourquoi on a un président en tant que représentant également, à quoi ça sert. Je trouve que faire la généalogie d'un sujet avant de l'approfondir, c'est toujours bien. Ça nous recentre, ça nous permet aussi de comprendre en quoi nos conceptions modernes y répondent ou s'en éloignent. Et ensuite, je vais aller du côté d'une distinction qui me semble essentielle pour ce sujet, c'est la différence entre l'autorité et le pouvoir. Et pour finir, on se penchera sur la pensée de 2 auteurs qui résonnent beaucoup, je trouve, face à notre actualité, Nicolas Machiavel et Michel Foucault. Alors, comme d'habitude, vous pourrez retrouver mes sources ainsi que des ressources complémentaires en barre d'information du podcast et aussi dans le lien que j'ai mis en biographie Instagram, lucia.podcast. Bonne écoute. Donc, quel est le rôle du président ? Pourquoi est-ce qu'on a un président ? À quelle fonction est-ce qu'il est supposé répondre ? Moi, j'aime bien reprendre l'étymologie pour savoir un peu d'où ça vient, même si évidemment le sens change parce que nos usages du langage changent aussi, mais ça reste assez éclairant. Président, ça vient de praesidere en latin, qui est composé de prae, qui veut dire en avant ou dedans, et sedere, qui veut dire s'asseoir. Donc littéralement, un président, c'est celui qui est assis devant ou qui siège devant. Alors devant quoi ? Un peuple en général, puisque le président, c'est le représentant d'une nation, d'une société, qui émane donc d'un contrat social, mais ça, nous le reverrons un peu plus tard. Alors son rôle en France depuis De Gaulle, il est défini par la Constitution de la Ve République de 58. Il doit être donc garant de la Constitution et du bon fonctionnement des institutions selon l'article 5. C'est un symbole, celui de l'unité nationale, et représente la France, il incarne l'autorité de l'État. Il est censé servir l'intérêt général, alors ça on y reviendra parce que c'est hyper intéressant et pas anodin comme terminologie. Ensuite, c'est aussi le commandant en chef donc, des armées, il a plein de pouvoirs à ce sujet, sur les stratégies de défense, sur l'arme nucléaire, etc. Il a également un droit de nomination, donc c'est lui qui nomme le Premier ministre et sur proposition de ce dernier, les autres membres du gouvernement. Il a le pouvoir de promulguer les lois, donc une fois qu'elles sont votées par le Parlement, il les signe pour qu'elles aient force de loi, comme on dit, et il peut demander une nouvelle délibération au Parlement si ça ne lui va pas. Il a également le pouvoir de dissoudre l'Assemblée, ce qui résonne particulièrement face à ce qu'on a vécu ces derniers temps. Et il peut aussi avoir recours au pouvoir exceptionnel s'il y a une grosse crise. Alors reste à savoir ce qu'est une grosse crise, mais c'est l'article 16 et donc il peut contourner temporairement le fonctionnement habituel des institutions. Bon, je ne vous ai pas fait tous les articles, mais en gros ce sont ses principales fonctions, celles auxquelles il est censé répondre en France depuis 58 en tout cas. Mais finalement, pourquoi un président ? À quoi ça sert ? Et du coup, si le président est le chef de l'État, qu'est-ce que l'État ? Donc pour ce faire, je nous emmène du côté d'une distinction qui me semble essentielle pour parler de l'État, c'est la question de l'idéal et de la norme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la pensée politique moderne, elle a été introduite assez tôt, au XVIe siècle, par Jean Bodin, qui était en fait un magistrat qui a écrit 6 livres sur la République, et il nous explique, entre autres, que la politique moderne se démarque de la politique des anciens. Donc là, je fais référence aux Grecs, notamment. Parce qu'aujourd'hui, le but, ce n'est plus d'imaginer une société juste qui respecte des critères moraux, avec l'idée de vertu. Actuellement, la politique et la morale, elles ne sont plus liées. Avant, l'idée d'une société normale renvoyait au fait que la norme soit fixée par un idéal. Et donc, pour cultiver un idéal, il fallait répondre à des principes moraux pour guider le peuple ou l'individu dans son amélioration.
Maintenant, on ne guide plus le peuple vers cela parce que la norme, aujourd'hui, ce n'est plus l'idéal, c'est une moyenne. On ne tend plus à quelque chose, on constate juste des faits et on en fait une moyenne. Je trouve que c'est déjà une distinction fondamentale pour comprendre la politique aujourd'hui. Je sais pas vous, mais moi j'ai souvent entendu des choses comme les Grecs, ils étaient si en avance pour leur temps, ils ont inventé notre démocratie. Alors oui, peut-être, mais on n'a pas grand-chose à voir avec les Grecs politiquement parce que eux se tournaient vers un idéal moral, même plutôt éthique, tandis que nous, non. Notre idéal est une norme, est une moyenne. Arrêtons de nous comparer aux Grecs. Pour en revenir au président, c'est donc le chef d'un État, mais je crois qu'il est important de se demander ce qu'est un État d'abord. J'aurais tendance à dire qu'un État désigne l'ensemble des institutions qui organisent une société sur un territoire donné. On retrouve donc l'idée d'une permanence du pouvoir parce qu'il est institutionnalisé. Mais ça suppose également qu'il corresponde à une chose publique. Ce n'est la propriété de personne, c'est un espace commun à tous. En ce sens, un État est étymologiquement une république, res publica, la chose publique. En France, on vit dans un état de droit, c'est-à-dire un état qui n'est pas fondé sur la force, mais justement sur le droit qui ne vaut qu'avec des lois. L'état, ce n'est pas non plus quelque chose de naturel, c'est une construction, et ça, il faut bien l'avoir en tête. Ce sont des hommes qui se sont retrouvés pour discuter d'un contrat social afin de s'organiser en communauté. C'est un choix qui dépend initialement de la volonté du peuple. Alors pourquoi est-ce qu'on a une gouvernance avec un État et un dirigeant ? Pour reprendre Hobbes, on en arrive à un État avec un dirigeant puisque l'homme recherche la liberté, c'est-à-dire faire ce qu'il veut quand il le veut, selon lui. Et du coup, qu'est-ce que fait l'homme pour être libre ? Il exerce une forme de domination pour répondre à ses intérêts propres. Et par conséquent, il peut être violent. La violence, c'est un mal reconnu par tous, donc il faut proposer une solution pour sortir de cette fameuse violence de tous contre tous. Il faut que les hommes renoncent à leur désir naturel par peur de la punition, nous dit Hobbes. C'est donc l'idée de rendre le pouvoir visible et dissuasif. Mais surtout, nous avons un État avec à sa tête un dirigeant pour nous représenter, puisque nous nous détachons de la force présente à l'état de nature, qui ne menait qu'au chaos selon Hobbes, pour s'organiser en société. Et donc, il nous faut un porte-parole en quelque sorte. Il faut qu'un homme puisse parler au nom de tous les citoyens. Et si le président parle en mon nom, je dois me reconnaître dans ses paroles. Le dirigeant d'un pays est en quelque sorte notre obligé, là où on a plutôt tendance à penser que nous sommes les obligés de l'État. Et c'est en fait ce dont témoigne la volonté politique qui inverse les rôles. On fait des citoyens des outils de productivité en leur dictant la manière dont ils doivent participer à l'économie d'un pays. On a aussi eu l'exemple du fameux réarmement démographique il n'y a pas longtemps. Et le risque, c'est de croire en cette mascarade qui inverse justement les rôles. L'État doit répondre de nous, et dès lors, ces mesures seront légitimes et on aura envie de répondre de l'État. Dans le cas inverse, ça n'a plus aucun sens. Alors, autre point important, nous venons de dire que nous sommes dans un état de droit, c'est-à-dire un état basé sur la justice. Mais il y a plusieurs visions de la justice. Celle-ci peut être rétributiviste, utilitariste, etc. Ce qui est assez triste à mon sens, c'est que la justice à la base de notre fameux état de droit est utilitariste. Et donc, en théorie, elle ne cherche pas à rendre à chacun son dû, c'est-à-dire considérer chaque personne comme ayant une inviolabilité, puisqu'on pense qu'il faut agir dans l'intérêt du plus grand nombre, et donc négliger ceux qui ont le moins de poids au profit de la majorité. Bon, après, ça nous pose des questions morales. Est-ce que l'État doit reconnaître le droit de chaque homme comme supérieur à un intérêt général, vu qu'il émane d'une volonté collective ? D'ailleurs, en ce sens, l'intérêt général se distingue du bien commun, alors qu'on les confond en permanence, et c'est assez révélateur de la manière actuelle de faire de la politique. Pour rappeler, je disais tout à l'heure que la politique, aujourd'hui, est séparée de la morale, et de ce fait, on est passé du bien commun, en faisant s'acheminer des êtres individuellement, collectivement vers une fin vertueuse, à un intérêt général, où l'intérêt renvoie à une vision utilitariste, et où le principe est de prendre en compte ceux qui ont le plus de poids, donc la majorité. Si vous voulez approfondir cette pensée, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la théorie de la justice de John Rawls, qui est vraiment passionnante. Alors ensuite, je voulais revenir sur la différence entre le pouvoir et l'autorité, parce qu'on confond souvent ces deux termes alors qu'ils n'ont vraiment rien à voir, et je pense qu'on gagnerait à être représenté par une autorité plutôt que par un pouvoir. L'autorité, ça vient du latin auctoritas, qui signifie celui qui augmente, qui fait croître ou qui garantit. Ça fait référence à l'idée d'une influence qui est légitime, qui est crédible, qui est reconnue. On pourrait dire que l'autorité, c'est une façon dont la parole s'augmente de l'intérieur parce qu'elle est un symbole de confiance, de responsabilité.
Tandis que le pouvoir, ça vient du latin posser, qui veut dire avoir force de. Alors si on veut jouer avec les mots, c'est complètement antinomique de parler de pouvoir dans un état de droit, parce que l'état de droit, c'est justement remettre sa force entre les mains d'un état qui garantira une sécurité grâce à la justice et non pas à la force. Je crois qu'il y a une différence entre une parole forte comme le pouvoir et une parole profonde comme l'autorité. Quand on utilise la force, on n'augmente pas grand-chose si ce n'est la crainte et l'injustice. L'autorité, elle est basée sur un acheminement, une éducation. On fait confiance, on accompagne, on aide et de ce fait, on est reconnu comme ayant une légitimité. Le pouvoir, ça va plus du côté d'une contrainte, avec l'idée de la force et d'une infantilisation, parce qu'on ne parie plus sur le fait que ceux sur qui s'exerce le pouvoir sont en capacité de comprendre tout seuls. Il faut une force restrictive avec des punitions, donc c'est très infantilisant. Pour reprendre la distinction assez classique autorité-pouvoir en philosophie, on pourrait dire que le pouvoir est contraignant car il s'exerce avec force. Et la contrainte, c'est justement lié à des éléments extérieurs qui viennent entraver la volonté individuelle. Tandis que l'autorité nous pousserait plutôt à nous sentir obligés. Et l'obligation, ce n'est pas la contrainte, ça vient de nous. On se sent obligé d'eux. L'obligation, c'est répondre à notre propre moralité. Il n'y a pas d'élément extérieur contraignant. En ce sens, l'autorité, si elle se pose comme étant légitime, contrairement au pouvoir, nous pousserait à nous sentir obligés moralement parce qu'on la reconnaîtrait et qu'on l'approuverait. D'ailleurs, je pense que vous, comme moi, avons une connotation assez négative du pouvoir, alors qu'on a une connotation plutôt positive ou au pire neutre de l'autorité. Et quand on a une représentation négative de cette dernière, c'est souvent parce qu'on la confond avec le pouvoir. Parce que comment être insatisfait de quelqu'un qu'on reconnaît, à qui on porte une crédibilité et qui porte notre voix plus haut que nous ne l'aurions fait. Et du coup, la notion de pouvoir m'amène nécessairement à parler de Machiavel, et c'est passionnant, vous allez voir. Machiavel, tout le monde le connaît, même indirectement, parce que quand on utilise l'adjectif machiavélique, ça vient de là. Machiavélique, ça nous fait tout de suite penser à la manipulation, l'immoralité, le fait d'être calculateur, le vice, bref, des choses pas très positives. Nicolas Machiavel, c'est un penseur italien de la Renaissance qui a écrit un livre important qui s'appelle Le Prince et qui propose que la politique devienne un art, celui de gouverner avec la force et sans moralité si cela est nécessaire pour garantir l'efficacité. Malheureusement, en certains points, Machiavel a quelque peu influencé les fondements du pouvoir politique moderne. Alors, petite anecdote qui a toute son importance, le président Macron a soutenu en 2001 son mémoire à Sciences Po qui s'intitulait Les effets de la pensée de Machiavel et de Hegel sur les pratiques politiques modernes. Alors, il n'a pas été publié publiquement, donc on ne peut pas le lire, mais on peut retrouver la pensée de Macron en lien avec la politique de Machiavel dans beaucoup de ses interviews, ses choix politiques aussi, mais cela apparaît surtout dans son livre sorti en 2016 qui s'appelle Révolution. Alors maintenant, on va voir en quoi c'est problématique de penser le pouvoir en tant que président de la République selon Machiavel. Je pense qu'on s'est déjà tous imaginé qu'à la place des dirigeants politiques, on aurait fait différemment, on n'aurait pas agi comme ça, on aurait fait mieux, etc. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est dit ça ? Je crois que c'est souvent parce que, d'une manière ou d'une autre, on a trouvé qu'ils étaient immoraux, voire scandaleux. On a aussi pu se dire qu'ils profitaient de leur fonction pour obtenir des privilèges privés. D'ailleurs, il y a un ouvrage intéressant à lire là-dessus qui s'appelle La nomenclatura française de Wickham et Cognard, qui décrit et relève plein d'abus de pouvoir et des fins personnelles comme ça. Bref, on a pu se dire qu'on ferait mieux, parce qu'on a senti que quelquefois, ils n'agissaient pas dans notre sens. On a eu écho de certaines affaires de détournement de fonds, donc sous le mandat Sarkozy, on en a plein par exemple, ou alors même qu'ils auraient utilisé la force. Bref, ce sentiment est légitime et s'origine dans le fait qu'en effet, beaucoup de dirigeants sont ou ont été des lecteurs de Machiavel, et même s'ils ne le sont pas, Machiavel a eu une telle influence sur la pensée politique moderne que nous pourrions peut-être considérer qu'ils ne font que continuer un système déjà en place, et ce, malgré eux. Alors la question que se pose concrètement Machiavel, c'est est-ce qu'on préfère un dirigeant politique qui est efficace mais cruel, immoral, ou est-ce qu'on préfère un dirigeant politique moral qui se comporte bien mais qui est inefficace ? Alors personnellement, je préférerais que ça soit les deux, et je pense que vous aussi, mais selon Machiavel, ça, c'est voué à l'échec, parce que les affaires d'un État ne sont pas comparables à nos affaires personnelles. Sinon, cela voudrait dire qu'il faut concilier à la fois la morale individuelle et à la fois l'action, chose impossible pour lui.
Alors comment Machiavel en arrive à cette pensée? Quel est le contexte? Machiavel, c'est donc un ambassadeur et un fonctionnaire de la République de Florence du XVe siècle, et en observant la situation de l'Italie qui est catastrophique à l'époque et où tout le monde se fait la guerre et fait la guerre à l'État et ses dirigeants, Machiavel se sent impuissant et propose de ce fait une nouvelle manière de faire de la politique en conseillant les dirigeants et en leur expliquant comment est-ce qu'ils doivent se comporter pour préserver la stabilité de l'État et la liberté des citoyens. La politique, pour lui, c'est un art, c'est-à-dire un savoir-faire qui consiste pour le dirigeant à savoir lire les événements qui se passent dans son pays pour en prédire les effets. Il faut donc qu'il soit efficace en lisant correctement les événements. Il ne faut pas qu'il soit moral, parce que selon lui, en politique, ni bien ni mal. Un dirigeant peut donc être quelqu'un de cruel, et s'il est efficace, c'est bon. Et ça va de pair avec le fait de savoir se faire respecter pour lui, et donc faire usage de la force quand c'est nécessaire. Alors initialement, sa volonté n'était pas mauvaise parce qu'il propose cette vision de la politique pour garantir la stabilité des institutions et surtout la liberté du peuple. Sauf que, pour garantir cela, pour lui, tous les moyens sont permis, y compris la manipulation et la cruauté. En fait, le dirigeant politique, il doit se comporter en bête. Il doit allier la ruse du renard et la force du lion pour combattre les loups. Les loups, c'est ceux qui veulent s'en prendre à l'État et à la liberté des citoyens. La force du lion, c'est la violence, c'est la cruauté. Et la ruse du renard, c'est le fait de savoir jouer sur les apparences et donner l'impression qu'on a la force, même quand ce n'est pas le cas. Il faut feindre pour mieux tromper, en quelque sorte. Se faire aimer auprès du peuple sans en être proche, parce que le dirigeant politique doit être redouté malgré tout. Il faut jouer de l'amour de son peuple en suscitant la crainte. Voilà le rôle du renard dans le bestiaire de Machiavel. La ruse du renard, elle permet également aux dirigeants de ne pas tenir ses promesses, parce que le peuple finira par les oublier avec une bonne manipulation, nous dit Machiavel. Le prince, donc le dirigeant politique, doit aussi savoir se départir de ce qui est impopulaire auprès du peuple, c'est-à-dire que s'il prend une décision qui n'est pas appréciée, il doit remettre la faute sur quelqu'un d'autre afin de continuer à être aimé. La cruauté doit servir la loi. Il faut faire sortir la morale de la politique et c'est ce qu'on appelle le relativisme moral. La politique, elle, devient indépendante de la morale avec Machiavel. La cruauté est alors au service de la liberté du peuple parce qu'elle garantit la stabilité du pouvoir et donc la vie libre d'un peuple qui ne vit plus dans un chaos étatique. Donc le droit, pour Machiavel, va toujours avec la force, ce n'est pas séparable. Pour lui, la force seule mène à la dictature et le droit seul mène à l'impuissance. Donc, il faut forcément allier les deux pour ne pas tomber soit dans un écueil, soit dans un autre. Bon, vous voyez donc en quoi c'est problématique de penser la politique en tant que président avec Machiavel, parce que Machiavel, c'est celui qui a appris aux dirigeants politiques d'hier et d'aujourd'hui à savoir manier la force pour garder le pouvoir et à tromper le peuple pour se faire aimer de lui malgré sa cruauté. Mais Machiavel ne souhaitait pas écrire que pour les dirigeants. Il voulait aussi écrire pour le peuple et il les invitait à le lire d'ailleurs. Donc en plus de donner des conseils aux dirigeants, il essayait de ramener le peuple de son côté en leur faisant croire que la cruauté était nécessaire. Et d'ailleurs, la 4e de couverture de l'édition que j'ai, donc au livre de poche du Prince de Machiavel, cite une phrase de Rousseau qui se trouve dans Du Contrat social où il dit « En feignant de donner des leçons au roi, il, en parlant de Machiavel, en a donné de grandes au peuple, Le Prince de Machiavel et le livre des Républicains. » Rousseau, toujours très inspirant. Je vous laisse méditer sur cette phrase qui a beaucoup de sens aujourd'hui. Alors vous allez me dire, d'accord, mais quel lien concret pouvons-nous faire entre le pouvoir politique actuel et la vision machiavélienne du pouvoir? Eh bien, il y en a beaucoup. Dans un premier temps, on pourrait citer le principe de réalisme politique qu'on retrouve un peu de partout et qui nous apparaît d'ailleurs parfaitement naturel. En fait, Machiavel a développé une approche dite pragmatique du pouvoir, qui invite les dirigeants à s'adapter au-delà des idéaux moraux. Le réalisme politique, c'est souvent en application dans nos systèmes et c'est une doctrine qui encourage les États à agir en fonction de leurs intérêts en tenant compte plus des rapports de force que des principes éthiques. Il y a un historien qui a beaucoup travaillé là-dessus qui s'appelle Najimi, donc je vous invite à sa lecture si jamais ça vous intéresse. En guise d'exemple, on pourrait citer la collaboration, voire l'alliance de pays européens avec des régimes autoritaires, voire des dictatures, pour avoir accès à des ressources.
Le deuxième point, c'est la justification des moyens pour atteindre ses fins. Alors tout le monde connaît cette phrase, la fin justifie les moyens, et ça vient de la pensée de Machiavel, et c'est dramatique parce que partant de ce principe, recourir à l'immoralité, c'est approprié si l'action politique est efficace. Ignatieff parle de comment les démocraties modernes prennent parfois des décisions moralement problématiques. Donc on a l'exemple des tortures de la CIA à Guantanamo pour du renseignement suite aux attentats de 2001 par exemple. Le troisième élément par rapport aux conséquences de la pensée machiavélienne sur le pouvoir politique moderne, c'est l'importance de l'image. Vous vous rappelez de la ruse du renard, jouer sur les apparences. Il faut faire croire en tant que dirigeant qu'on a la force même quand on ne l'a pas. Weber reprend ça dans ses travaux sur le charisme et la légitimité politique, et il explique que l'image d'un leader politique est souvent plus importante que ses actions pour l'adhésion de la population. Vous savez, c'est ce qu'on a retrouvé par exemple lors de la première élection de Macron autour de sa jeunesse. Les jeunes, ça va apporter un peu de fraîcheur à la politique française. Ou alors Mélenchon en 2017 avec son compte Instagram et ses hologrammes. Et plus récemment, on avait Bardella sur TikTok. Ce sont des périodes où on s'est généralement plus attardé sur l'image du candidat plutôt que sur ses idées. Et ce principe est clairement issu d'une lecture machiavélienne. Il faut séduire son peuple et se faire aimer. Il y a une autre étude intéressante menée par Norris que je vous invite à aller consulter dans mes sources pour comprendre cela. Il a en fait étudié comment les présidents gèrent leurs apparences en enquêtant sur comment les médias influencent la manière dont les politiciens construisent leur image. C'est passionnant et ça reprend tout de Machiavel, allez voir. Et enfin, le dernier point que j'aurais aimé aborder, c'est le contrôle de la peur et l'utilisation de l'amour, de l'admiration dans la gestion du pouvoir. Il faut se faire aimer, ne surtout pas se faire haïr, et donc instaurer la peur, la crainte. Là, avec Machiavel, on a pu voir un peu comment le pouvoir politique moderne s'est en quelque sorte fondé, et donc on pourrait répondre à notre question. Oui, le président de la République a du pouvoir, selon le sens qu'on a défini tout à l'heure. Le bon dirigeant doit savoir manier l'art de la politique en utilisant la cruauté, associée à la figure du lion, et la ruse, la manipulation, qui est associée à la figure du renard. Donc si on reprend un peu nos distinctions autorité-pouvoir, on voit qu'ici il est clairement question de pouvoir. On use de la force, si ça nous permet d'être efficace, c'est bon. Mais est-ce que ça marche forcément comme ça ? Est-ce que le pouvoir n'est pas plus intégré dans les systèmes, dans les organisations ? Est-ce que c'est le président qui a du pouvoir finalement ? Et c'est ce qui nous amène à considérer la pensée de Foucault. Donc Michel Foucault, philosophe du siècle dernier, qui est né en 1926 et mort en 1984, qui a été prof au Collège de France, qui a beaucoup travaillé notamment sur les questions de pouvoir, de la sexualité, de la folie. En fait, s'est principalement intéressé aux marginaux dans son œuvre parce que lui s'est senti marginalisé. Il était homosexuel, il s'est fait arrêter par la police et du coup, il a tenu à penser sur la question de la marge et de la norme à partir d'une sensibilité personnelle. Donc sa manière de philosopher, elle est liée à une approche qu'on pourrait qualifier de généalogiste, parce qu'il se questionne sur les origines des choses. Il en fait la généalogie permanente. Foucault, c'est un grand lecteur de Nietzsche, et ça se retrouve dans son œuvre parce qu'il essaye toujours de revenir aux sources mêmes des sujets qu'il traite. Sa grande thèse, c'est de dire que ce qui nous semble normal n'est en fait rien de normal. C'est parfaitement culturel, c'est construit par notre histoire. Il prouve que la sexualité, par exemple, c'est une invention, comme la prison. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est la question du pouvoir chez Foucault. À ce sujet, il a écrit un grand livre qui s'appelle « Surveiller et punir, naissance de la prison », dans lequel il examine la manière dont les sociétés exercent le pouvoir et le contrôle sur les individus. Pour lui, il y a une sorte de mutation dans notre manière d'exercer le pouvoir. Notre société moderne serait basée sur un pouvoir dit normalisateur. La norme, c'est ce dont on parlait au début. Ce n'est plus un idéal, ce n'est plus quelque chose qu'on vise, mais c'est une moyenne. Et donc de là, il faut normaliser les individus, les faire entrer dans la norme. L'ensemble de ce qui est régi par les normes passe donc par une surveillance pour Foucault. En fait, il revient sur les différents types de pouvoir. Il nous explique par exemple qu'au Moyen-Âge, on avait des forteresses qui permettaient de se protéger des autres, du monde extérieur. Ensuite, on a eu le palais, et ce palais, il permet une visibilité du pouvoir, mais il cache le peuple. Aujourd'hui, notre structure, c'est le panoptique, et ça inverse l'axe de visibilité. Celui qui est vu, ce n'est plus celui qui exerce le pouvoir, mais celui qui le subit. Le pouvoir rend visible ce sur quoi il s'exerce, et il correspond à une structure de pouvoir, ce n'est plus une personne. Il faut se croire surveillé, avoir intégré la surveillance, se comporter comme si on était surveillé. En bref, le pouvoir, c'est donc un sentiment qui est lié à la surveillance.
et il repose non pas sur une personne, mais sur des rapports de force. C'est un ensemble de relations dynamiques et fluctuants. Ce n'est pas une structure hiérarchique figée et détenue par une autorité unique. Pour ce faire, il faut donc accroître la docilité des gens en mettant en place une surveillance qui n'est pas continue, mais par contre qui a des effets continus. Donc on commence à observer, puis on laisse les gens se sentir observés, même si plus personne ne regarde. Et ça a pour but de normaliser les comportements. Vous savez qu'il y a des caméras dans les restaurants, vous savez observer, donc vous payez à chaque fois vos consommations et vous ferez de même s'il n'y avait pas de caméra, parce que vous avez intégré ce système de surveillance. Vous vous sentez observé. Est-ce que le fait d'aller payer à chaque fois, ça relève vraiment de votre morale personnelle ? Est-ce que vous seriez plus mal à l'aise du fait de ne pas avoir payé ou du fait que tous les clients du restaurant vont vous voir partir en courant ? Je vous invite à aller lire l'Anneau de Gygès de Platon pour faire écho à ce que nous venons de dire. Ce qu'il faut entendre par là pour Foucault, c'est que le pouvoir est partout. C'est ce qu'il appelle une microphysique du pouvoir et de ce fait, il n'est pas visible parce qu'il serait diffus. Il crée en fait des comportements pour normaliser les personnes et il s'exerce autant dans un hôpital que dans une école que dans une prison par la surveillance. En fait, l'école, au même titre que l'hôpital ou la prison, exerce un pouvoir avec la discipline. Et c'est notamment l'idée de l'examen, de l'évaluation, du règlement intérieur, qui servent à surveiller. On fait des examens médicaux, on a des examens à l'école, des examens de bonne conduite à la prison. Bref, le pouvoir est de partout et il est lié à un savoir. C'est-à-dire que toutes les données qu'on recueille avec la surveillance, et notamment avec les examens, servent à maintenir un pouvoir. C'est le lien pouvoir-savoir selon lui. Donc si on l'applique à la présidence de la République, on comprend que le président n'a en réalité aucun pouvoir, parce que ce dernier est diffus et s'applique dans tout. Pour Foucault, c'est vraiment un ensemble de pratiques, de normes, de connaissances et de discours. Et le président ne fait que participer à cela comme vous et moi. En plus de ça, Foucault souligne le fait que le pouvoir est en mouvement, donc toujours instable et soumis aux influences, aux fluctuances. Donc le président y participe, mais il est vulnérable sur beaucoup d'aspects. Ce pouvoir du président est en fait illusoire, dans le sens où il dépend de rapports de force, de discours qui participent à créer une norme et une surveillance, ou un sentiment de surveillance qui échappe à son contrôle. Le pouvoir ne réside donc pas en lui, mais en un ensemble de pratiques et de relations qui le dépassent. Pour illustrer un peu tout ça, donc en quoi le président n'a aucun pouvoir finalement, on pourrait penser aux syndicats, aux mobilisations sociales contre la réforme des retraites par exemple, la transition énergétique, etc., qui illustrent bien la vulnérabilité du président face aux groupes sociaux. Ces syndicats et ces mobilisations perturbent la vie économique et sociale et exercent en quelque sorte un pouvoir qui montre que le président est finalement assez limité. Les contre-pouvoirs, comme les syndicats, les mobilisations, sont des formes de pouvoir qui tendent à normaliser eux aussi des comportements. Tout comme l'opinion publique qui peut quelquefois surpasser le pouvoir présidentiel pour s'imposer avec une pression sociale, par exemple. Il y a aussi des contre-pouvoirs institutionnels comme le Parlement, par exemple. Il y a d'autres structures de pouvoir qui se chevauchent et le président est contraint de coopérer avec d'autres, les médias, la justice, etc. Pour aussi parler des pressions internationales et de l'influence de certaines organisations comme l'UE, l'ONU, qui destituent l'idée que le président est seul. On a l'exemple du CBD en France en 2018. En 2018, la France, elle décide d'interdire la vente de produits à base de CBD, mais en fait, le pouvoir gouvernemental est confronté à des résistances, d'abord venant du peuple, puis de la Cour de justice de l'Union européenne, qui a statué que l'interdiction de CBD en France était illégale parce qu'elle contrevenait aux règles européennes sur la libre circulation des marchandises. Il y a aussi un pouvoir qui a été exercé sur les autorités de santé qui ont prouvé les bienfaits du CBD. Bref, le président et plus largement le gouvernement n'a pas pu l'interdire et donc exercer le prétendu pouvoir qu'on lui suppose. Alors, la question que je me pose maintenant, c'est quelle lecture est-ce que vous avez du pouvoir du président ? Êtes-vous plutôt machiavélien et dans ce cas, vous pensez qu'en effet, c'est le dirigeant politique qui exerce un pouvoir et qui veut le garder par l'exercice d'un art de la politique ? Ou alors, est-ce que vous êtes plutôt fidèle à la pensée de Foucault qui pense que le pouvoir est partout, diffus, qu'il ne correspond pas à une personne ? N'hésitez pas à me le faire savoir et à me retrouver sur l'Instagram du podcast, lucia.podcast. Merci pour votre écoute et à très bientôt sur Lucia. Lucia.